suis ravie de partager ce moment avec Thomas pour vous parler de la régénération, pour vous inspirer, on l'espère, et surtout pour vous amener sur cette, je dirais, voie indispensable de transformation de nos entreprises de mode. Alors, la régénération, c'est un sujet qu'on va beaucoup discuter au cours de ces 2 jours et demi au sein de Fashion Green Hub. Et ce qu'on voulait vous proposer avec Thomas, c'est au-delà de poser les concepts, vous expliquer quels sont les grands principes de l'entreprise régénératrice et puis de vous donner des exemples concrets vraiment de notre secteur d'activité pour vous montrer ce qu'on peut faire sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Donc, je vais commencer par une petite introduction et puis je passerai la main ensuite à Thomas sur ces grands principes et les exemples. En préambule, je dirais qu'on ne va pas revenir nécessairement sur le contexte et le pourquoi c'est important de commencer à réfléchir à ces sujets. Je pense que dans l'ensemble de la salle, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est aujourd'hui dans un système qui a clairement montré ses limites et qu'aujourd'hui, si on veut, je dirais, assurer une croissance soutenable, si on veut assurer la pérennité de nos entreprises et leur résilience, il est vraiment indispensable de réfléchir, enfin en tout cas de réfléchir à des modèles durables, de nouveaux modèles durables. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter avec Thomas aujourd'hui. C'est finalement quelles sont les différentes voies que vous pouvez emprunter vers cet idéal qu'est l'entreprise régénératrice. Alors, je dirais que le stade 0, quelque part, ça va être le business as usual, c'est-à-dire ne pas se poser de questions sur ce qui se passe aujourd'hui, ne pas du tout réfléchir aux problématiques environnementales et sociales. Bon, on peut dire que c'est finalement un modèle qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Voilà, évidemment, il y a une forte pression des parties prenantes qui s'exerce aujourd'hui sur les entreprises, notamment dans notre secteur d'activité, qui les pousse à se transformer. Donc ces parties prenantes, ça va être évidemment le législateur, avec pas mal de régulations, de lois qui sont en train de sortir, qui amènent les entreprises à évoluer sur ces sujets-là. Ça va être également, évidemment, les citoyens, qui sont à la fois des consommateurs et des collaborateurs, qui poussent eux aussi les entreprises à évoluer. Et puis ça va être aussi, par exemple, les concurrents qui bougent les entreprises. Si on regarde un peu les différentes voies que vous pouvez emprunter pour arriver jusqu'à la régénération, le premier stade, ça va être l'entreprise responsable. Si on doit qualifier ce qu'est une entreprise responsable, il faut avoir en tête que ça va être plutôt une entreprise qui va aborder la question du développement durable plutôt sous l'angle du risque. Elle va chercher à se mettre en conformité avec la réglementation, essayer de se prémunir contre les risques. Donc, ce n'est pas une entreprise qui va être vraiment proactive sur ces sujets de développement durable, qui va être vraiment dans l'innovation, mais elle va être plutôt suiveur, je dirais. Elle va se mettre dans la norme, dans ce qui se fait dans son secteur d'activité, et puis essayer de mettre en place les best practices du secteur, je dirais, dans son entreprise. Donc là, concrètement, en termes d'action qu'on va pouvoir mettre en place dans les entreprises, on va être plutôt sur des choses pas forcément coordonnées, je dirais. Et en tout cas, clairement, il n'y aura pas de réflexion profonde sur la stratégie de l'entreprise, sur une redéfinition finalement de son modèle d'affaires. Le deuxième step, je dirais, c'est l'entreprise contributive. Là, on est vraiment sur une entreprise qui va avoir conscience qu'elle est capable de générer de la valeur, et une valeur qui n'est pas simplement une valeur économique. Elle a conscience qu'elle peut générer une valeur globale, qui va être aussi une valeur positive au niveau environnemental et social. Et ce qui est intéressant aussi dans l'entreprise contributive, c'est que cette entreprise, elle a aussi conscience qu'elle peut générer cette valeur non pas uniquement pour son propre intérêt, mais également pour l'ensemble de ses parties prenantes. Donc là, on va être sur des démarches qui vont commencer à se structurer, sur des entreprises qui vont mettre en place des plans d'action à impact évidemment positif. Par contre, elles vont le faire plutôt de manière, je dirais, partielle sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et puis donc le troisième stade, et je dirais que c'est vraiment ce vers quoi on doit tendre aujourd'hui, et c'est vraiment quelque part l'idéal qu'on doit viser, eh bien c'est évidemment l'entreprise régénérative. Alors elle, on pourrait la définir comme une entreprise qui a bien conscience qu'elle fait partie d'un tout, ce tout étant l'entreprise elle-même, la nature et la société. Elle a conscience que dans tout ce qu'elle fait, finalement, elle doit trouver un équilibre au sein de ce tout. Et donc, on va être vraiment sur une entreprise qui va réfléchir dans tout ce qu'elle fait, dans tous les projets qu'elle va mener, à ces différents impacts sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.
Et ce qu'elle va chercher à faire à travers ces différents projets, eh bien, c'est vraiment de, atténuer ces impacts négatifs. Donc, on ne va pas être simplement sur une entreprise qui va chercher, comme dans l'entreprise responsable, à minimiser ses impacts. On va essayer d'atténuer au maximum les impacts négatifs et surtout, on va chercher sur l'ensemble de la chaîne de valeur à maximiser évidemment les contributions positives. Donc, évidemment, à la fois sur les sujets environnementaux, sociaux et économiques. Donc c'est vraiment une approche systémique quand on parle d'entreprise régénérative. Je vous ai mis, alors je veux bien que vous passiez le slide suivant, un peu les différentes questions finalement que les entreprises vont se poser à chaque niveau. Bon, en gros, à retenir, l'entreprise responsable cherche à minimiser ses impacts, l'entreprise contributive va plutôt mettre en place des plans d'action à impact positif, mais de manière partielle sur sa chaîne de valeur, et l'entreprise régénérative va être vraiment dans cette démarche globale sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour mettre en place des plans d'action à impact positif. Si on regarde un peu, je voulais faire un petit état des lieux rapidement sur le secteur de la mode. Si on regarde un peu ce qui se passe, où on en est sur cette voie finalement de la régénération, je dirais que le business as usual finalement n'existe quasiment plus. Enfin, il y a forcément encore des entreprises qui ne se posent pas trop de questions, mais globalement, tout le monde a bien évolué sur ces sujets-là. Pour moi, aujourd'hui, le business as usual, la norme, ça va être plutôt l'entreprise responsable. On le voit bien, dans notre secteur d'activité, globalement, tout le monde a mis en place une stratégie RSE. Alors, des stratégies qui vont être pour moi plutôt des stratégies achats responsables, avec un vrai focus sur les collections. Bon, c'est évidemment pertinent parce qu'on le sait bien, ce qui impacte dans notre secteur d'activité, c'est vraiment le produit. Donc, dans les démarches qui sont mises en place, évidemment, on va chercher à travailler des matières à moindre impact environnemental. On va travailler sur des procédés de fabrication plus vertueux. Beaucoup d'initiatives aussi sur tout ce qui est transport, la réduction des emballages plastiques. Et puis je dirais aussi beaucoup d'audits qui sont menés, mais plutôt des audits sociaux, je dirais d'ailleurs, par rapport aux audits environnementaux qui restent quand même finalement peu nombreux dans notre secteur d'activité. Alors si on se pose la question de se dire est-ce que c'est bien, où est-ce qu'on en est, oui, je trouve que c'est déjà un premier step, mais est-ce que c'est suffisant finalement pour résoudre les problématiques de notre secteur, voilà, notamment les problématiques environnementales et sociales? Clairement non. En fait, c'est une première étape, on cherche à faire mieux, mais finalement ce n'est pas suffisant pour adresser les vraies problématiques que vous avez évidemment en tête, la surconsommation de ressources, parce qu'on produit énormément de produits, on met énormément de produits sur le marché, et puis tous les déchets qui vont être générés en fin de vie par les produits lorsqu'ils ne sont pas recyclés. Donc vraiment, voilà, c'est le message qu'on voulait faire passer, c'est tendre vers cet objectif de la régénération pour justement adresser ces différentes problématiques. Je dirais que, alors évidemment, c'est pas un chemin qui est si simple. Finalement, c'est quand même, ça va amener les entreprises à réfléchir de manière assez radicale à la transformation de leur modèle d'affaires, évidemment. Donc, c'est un chemin qui peut être assez long, qui se fait par étapes. C'est une démarche progressive où on va tester des choses, expérimenter, mettre en place différents projets. Et surtout, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est vraiment quelque chose qui va amener les entreprises à réfléchir d'abord à leur utilité, à leur mission, qui va les amener à réfléchir également à leurs activités. Quelles sont les activités que je vais reconduire, que je vais poursuivre? Peut-être réfléchir à quelles sont aussi les activités que je vais devoir arrêter parce qu'elles ne sont pas soutenables. Dans cette voie de transformation, je dirais qu'il y a aussi tout le volet accompagnement des équipes qui va être important à bien réfléchir. On le voit, nos métiers déjà ont beaucoup évolué, vont continuer d'évoluer. À titre d'exemple, moi j'ai été acheteuse il y a de nombreuses années. Le métier d'acheteur aujourd'hui n'est plus le même que celui que j'exerçais il y a, j'allais dire quelques années, non, c'était il y a quand même pas mal d'années. Et puis évidemment, ça va encore évoluer. Donc il y a tout cet accompagnement des collaborateurs, je pense, qui est très important à prendre en compte quand on va sur la voie de la régénération. Et puis, dernier point aussi que je voulais préciser, je fais un clin d'œil à la CEC parce que c'est un sujet dont on parle à chaque fois qu'on se voit. Ça va être important pour les entreprises de compter ce qui compte vraiment. Et compter ce qui compte vraiment, c'est se remettre en question finalement les indicateurs avec lesquels on mesure la performance de nos entreprises et vraiment se poser la question de quels sont ces nouveaux indicateurs pour mesurer la positivité, la contribution positive de nos business models.
Alors, je ne sais pas combien il me reste de temps, j'ai déjà fait 16 minutes. Bon, bah alors je vais arrêter là. Je passe la main à Thomas. Voilà, donc Thomas, toi, tu travailles depuis longtemps sur ces sujets, tu accompagnes beaucoup les entreprises sur la voie de la régénération. Est-ce que tu peux nous donner les grands principes de l'entreprise régénérative? Alors, merci Sandra, je vais essayer effectivement de vous les illustrer. Donc, moi, je suis économiste de formation, donc on travaille vraiment sur les modèles. Et j'ai fondé un cabinet qui s'appelle R3 Imageable. Alors, R3, c'est pour repenser, renouveler et régénérer. Repenser notre façon de concevoir ces modèles, renouveler la façon de les faire, de les mettre en œuvre pour arriver à cette régénération. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est si on peut passer les slides à la suite, si c'est possible. Oui. Ce serait donc de vous donner un certain nombre d'exemples par rapport à ce qu'a mentionné Sandra, en commençant par dire, voilà, sur le principe, une entreprise génératrice, sur le concept, c'est simple, hein, c'est une entreprise qui va rendre à la nature et à la société plus qu'elle ne lui prend. Ça, c'est voilà, principe simple. Évidemment, la mise en application est un peu plus complexe. La première chose à comprendre, voilà, c'est que il faut penser de façon intégrée, pour ne pas dire intégrale. C'est-à-dire, vous savez, il y a ces fameux people, planet, profit, là, ces 3 cercles. S'il vous plaît, foutez-moi-les à la poubelle le plus vite possible, parce que ça reste en silo, ça ne correspond pas à la nécessité avec laquelle on doit penser le business. Parce que sinon, c'est jamais dans le business tout ça, d'accord? Donc déjà, ça, on met à la poubelle et on prend ça, c'est-à-dire une vision intégrée où tout est lié. C'est-à-dire que je prends l'exemple du coton. Si vous achetez du coton bio ou pas bio, s'il est fait avec certaines conditions sociales ou autres, évidemment, tout ça a des impacts sur la biodiversité, sur les populations locales, la façon dont vous répartissez la valeur, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'aussi bien sur la dimension économique que sociétale qu'environnementale, absolument tout est lié. D'accord? Donc ça, premier point, prendre en compte cette vision intégrée de l'impact de l'entreprise, aussi bien sur l'environnement que sur la société. Je renvoie pour ceux qui aiment, j'aime bien aussi moi le principe de la donut économie, l'économie du beignet. Hein, c'est Kate Raworth, si vous ne connaissez pas, allez voir, donc tapez économie du beignet ou donut économie, c'est exactement ça. D'accord? Deuxième chose, si on peut passer au slide après, le principe, on en a parlé, c'est vous savez, dans ce mot de régénération, nous on a mis un slash, on a fait ré/génération. Pourquoi on a mis ce slash? Parce qu'il faut voir cette notion de régénération sous 2 angles. Sous l'angle de régénérer au sens réhabiliter, restaurer, réparer, que ça fait quand même 2 siècles qu'on fait des conneries, donc ce serait peut-être bien d'arrêter, d'accord? Et de les réparer, ok? Et puis il y a générer, c'est dans ce qu'a dit Sandra, c'est-à-dire faire en sorte que dans toute la chaîne de valeur, on pense à la faire différemment, elle a changé pour justement pouvoir générer de façon holistique, là encore, intégrale, systémique, transversale, globale, appelez ça comme vous voulez, des contributions positives. D'accord? Donc, évidemment, donc ça sur le réparer, restaurer, réhabiliter, si vous, tout ce qui est l'agroécologie, la permaculture haute qui va régénérer les sols, c'est un premier exemple d'agriculture régénératrice qui est tout à fait lié à l'industrie textile et de la mode. Ça peut être aussi replanter des espèces végétales, on l'a vu sur les teintures, il y a un exemple là-bas. Mais ça peut être aussi, bien sûr, réparer ce qu'on a fait en termes social ou économiques, hein, sur des zones de conflit, par exemple, ou par rapport à des conditions sociales qui ont été ce qu'elles étaient voilà, pendant un certain nombre d'années. Donc c'est remettre là aussi dans la répartition de la chaîne de valeur. Et puis dans générer des contributions holistiques, prenons par exemple cette nouvelle certification ROC, donc Regenerative Organic Cotton, donc le coton organique, enfin bio, régénératif. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, qui est porté notamment par Patagonia, et qui mixe à la fois de la réhabilitation des sols, du coton bio, la protection des animaux, l'amélioration de la vie des ouvriers agricoles, des conditions de travail équitables, et ainsi de suite. D'accord ? Donc on voit bien que là, il y a bien une vision totalement systémique de tous les effets positifs que je peux avoir, aussi bien sociétaux que économiques que environnementaux. OK ? Si on passe au slide d'après, voilà. Autre chose à bien comprendre, et qui a aussi été mentionnée par Sandra, c'est il faut à la fois, je ne fais pas de politique, mais c'est en même temps, neutraliser vos impacts négatifs, je dis bien neutraliser, pas minimiser, et maximiser systématiquement les contributions positives. D'accord ? Donc la neutralisation, ça veut dire quoi ?
Bah, ça veut dire que quand on fait du délavage de jeans avec un laser plutôt qu'avec du sable, on neutralise à la fois un impact environnemental et un sacré impact social pour les pauvres ouvriers qui faisaient ce délavage de jeans en désablant avec des pompes qui désablaient, qui envoyaient du sable, avec évidemment à la clé tout un tas de pathologies respiratoires. Moi j'ai vu ça en Turquie une fois, je peux vous dire que ça marque un peu. Hein. D'accord. Donc ça c'est typiquement, vous supprimez voilà, un impact négatif extrêmement lourd à la fois environnemental et social. Et j'aime bien aussi prendre l'exemple de la couleur dans les textiles. La façon de supprimer l'impact environnemental sur la couleur, ça peut se faire de trois choses. Soit vous passez à la teinture végétale, donc vous supprimez les teintures minérales, notamment avec les questions d'exploitation des enfants. Vous pouvez utiliser, si vous êtes plutôt techno, du Morphotex. On en a beaucoup parlé sur les nouvelles technologies de ce tissu qui n'a pas de couleur, mais dont la couleur vient de l'angle avec lequel la lumière le reçoit. Hein. C'est comme la nacre. Typiquement, il n'y a pas de couleur hein, sur un nacre. Ou les papillons morpho, ces fameux papillons magnifiques bleus, qui n'ont pas de couleur. Voilà, c'est la lestrate, hein, on en a parlé déjà aujourd'hui. Ou ça peut être cette veste. D'accord. Cette veste, je fais un peu de pub, c'est Later. Alors, ils ne sont pas nordistes, hein, personne n'est parfait, ils sont bretons. Je vois qu'il y en a qui lèvent la main, il y a des bretons dans cette salle. Voilà, cette veste, elle est entièrement recyclée, 100%, laine et polyester, et c'est défilé, et la couleur est obtenue en remixant un certain nombre de fils d'autres couleurs pour donner cette jolie couleur verte. D'accord. Donc voilà, ça c'est une façon de supprimer, donc il n'y a pas d'addition de couleurs dans la façon de faire cette veste, puisque c'est à partir de fils qu'ils ont déjà teints. Sur la maximisation, prenons l'exemple de 1083, je pense que vous connaissez tous, d'accord. Le fait qu'ils aillent à Romans, d'accord, monter cette usine de délavage justement laser, le fait qu'ils y rajoutent un partenariat avec les Hirondelles, qui est une autre marque de jeans, pour faire de chemises en denim, pardon, pour faire des chutes, enfin à partir des chutes de tissu des jeans de 1083. Qu'ils aient monté une école du jeans, qu'ils aient ouvert leur nouveau siège dans les anciennes usines de Charles-Jourdan. Vous voyez bien que là, on a bien une vision vraiment très poussée avec plusieurs exemples où on maximise les contributions positives que va apporter 1083, on va dire, dans son écosystème, et en particulier dans son écosystème territorial. OK. Donc ça, c'est un point important. Le dernier point que je voulais souligner, c'est l'approche projet. Si on peut passer au slide d'après. Voilà. On est très conscient, et Sandra l'a aussi bien souligné, qu'on est un peu en avance de phase, que c'est super ambitieux de vouloir être une entreprise régénératrice. Moi, j'en connais une seule qui est vraiment intégrée ça. Elle n'est pas si loin que ça hein, de l'entreprise textile. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder. C'est Interface. Interface, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est les numéro 1 de la dalle de moquette, les numéro 1 mondial de la dalle de moquette. Bon, ça fait 25 ans qu'ils bossent dessus. Hein. Donc, ils ont eu un patron très, très visionnaire qui s'appelait Ray Anderson, qui malheureusement n'est plus là, et qui donc, a pris conscience il y a 25 ans qu'il faisait de la dalle de moquette avec de la pétrochimie à 100%, qu'on pouvait difficilement faire pire d'un point de vue environnemental. Et il a dit, on se donne 25 ans pour tout changer. Il a appelé ça Mission Zero, et on y va. Et il y est quasiment arrivé. Depuis 3 ans, ils ont refait une autre stratégie qui s'appelle Climate Take Back. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site, tapez Climate Take Back, vous allez voir. Pour moi, c'est la première vraie stratégie régénératrice que je connaisse. Et notamment, ils ont sorti là, cette année la première moquette carbone négative qui va séquestrer plus de carbone qu'elle en émet dans sa fabrication. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Love Carbone. Ils sont aussi bons en marketing aussi. D'accord, parce que plus vous consommez de moquettes, si je puis dire, plus vous séquestrez de carbone. Derrière, il y a un énorme boulot. C'est aussi des gens qui conçoivent leur usine. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Factory of the Forest. Donc ça veut dire qu'ils conçoivent leur usine comme un écosystème forestier. Je ne connais pas beaucoup de boîtes dans le monde qui ont ce genre d'approche. Okay, donc l'usine doit rendre des services écosystémiques sur tout ce qu'elle fait. Tout. Alors, ils n'y sont pas, hein, mais ne serait-ce que commencer à penser comme ça, il faut y aller, quoi. Hein. Bon. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous, ça ne fait pas 25 ans que vous y travaillez, probablement. Donc, si on veut commencer par une approche projet. Donc, c'est-à-dire essayer de voir dans tout ce que vous faites,
que votre entreprise soit petite ou grande, vous travaillez à les conseiller, peu importe. L'idée, c'était, voilà, est-ce qu'il y a un programme, une action qui a le plus grand potentiel de régénération? Et si on peut passer à la slide après, ce qu'on vous a mis, alors ça, c'est un tableau que vous allez retrouver. Alors, on va faire, avec Sandra, c'est promis, et on la présentera d'ici la fin de l'année, une étude sur la mode régénérative, d'accord? Nous, on a commencé chez R3 à en faire une sur l'industrie de la beauté. Cette étude, elle est disponible en open source, c'est gratos, profitez-en, en allant sur notre site imaginableforgood.com, FORG2OD. Vous avez la publication, vous allez la trouver. Pourquoi? Parce qu'elle reprend, même si ça traite du secteur des cosmétiques, il y a toute une première partie sur ce que je viens de vous montrer, avec un certain nombre d'exemples. Et il y a ce tableau, qui est un tableau qui vous permet de sélectionner. Donc on vous donne un petit truc méthodologique, on ne donne pas toute la méthode non plus, mais quand même, pour voir, valider quel est le projet qui a le plus de potentiel de régénération dans tout ce que vous faites. D'accord? Et l'idée, c'est, donc vous voyez bien que ça part notamment, voilà, de la portée stratégique de ce projet, mais notamment de la réponse aux besoins. Est-ce que ce projet, il va permettre de sauvegarder une espèce qui est en voie de disparition? Est-ce qu'il va permettre de répondre à un besoin social ou socio-économique qui est majeur parce que vous avez affaire à des populations qui sont particulièrement dans le besoin? Est-ce qu'il a une pérennité qui va être plus ou moins grande? Est-ce que vous avez une influence par rapport à ce que vous faites qui est plus ou moins grande au travers de ce projet? Est-ce que ça va tirer tout le secteur ou pas? OK, donc voilà, on a pris un certain nombre de critères. Alors, il y en a peut-être d'autres, hein, évidemment. À vous de le challenger, hein. On n'a pas la prétention d'avoir la vérité révélée. On vous propose un cheminement et des concepts, puisque c'est un peu nouveau, donc on essaie de défricher. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est très, très ouvert à vos apports, si vous en avez, avec grand plaisir pour entrer dans la discussion et l'échange. Mais on vous donne, voilà, ce premier outil méthodologique pour identifier quel est le projet. Est-ce qu'il y a au moins un projet dans tout ce que vous faites qui a le plus intérêt à être pensé de manière régénératrice? Et l'idée, c'est qu'après, vous poussez, voilà, essayez de le pousser, de dire, voilà, si je raisonne en termes de neutralisation de mes impacts et de maximisation de mes contributions, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change dans ma façon de faire sur toute ma chaîne de valeur? OK? Voilà. Et après, une fois qu'on s'est fait la main, si je puis dire, sur un projet, bah, l'idée, c'est qu'on scalabilise, voilà, et on massifie. Mais notre recommandation à nous et le vécu qu'on en a, voilà, commençons petit et essayons par contre de pousser très très loin, hein, inversement. OK, ne serait-ce que parce que vous allez vous montrer à vous-même, d'abord, tout ce que vous faites de bien quand même. Hein, moi, j'ai toujours, il faut penser différemment, il faut réinventer les choses, mais il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous faites tous des choses super, j'en suis sûr, sinon vous ne seriez pas là. D'accord? Vous n'êtes pas là par hasard, vous vous intéressez à tous ces sujets. Donc il y a une base, il y a des acquis, il y a des actifs matériels et immatériels. Appuyez-vous dessus et essayez de pousser les choses pour aller encore plus loin et être le plus ambitieux possible. Voilà, et pour finir, dans les 2-3 minutes qui me restent, et pour avoir quand même le temps de quelques questions, voilà, je voulais vous donner juste 2-3 exemples, justement si on s'amuse à penser chaîne de valeur, si on peut passer au slide d'après. C'est le dernier, je vous rassure. Sur cette chaîne de valeur, voilà, on vous a remis les grands enjeux, hein, majeurs sur cette chaîne de valeur. Si je prends l'impact des matières premières, par exemple, si je mets ça sous l'angle de la régénération, eh ben, il va falloir que je travaille sur la régénération de mes ressources. D'accord? Juste pour vous illustrer ça de façon rapide, voilà, cette approche de la régénération des ressources, elle peut soit s'appréhender dans une approche opérationnelle terrain. C'est ce que fait par exemple Kering avec le Savory Institute sur la réhabilitation des sols, avec toute une méthodologie qui s'appelle Ecological Outcome Verification. Ça peut être de la biotech. Je pense que vous connaissez probablement Fairbricks, qui donc là aussi va prendre du carbone qui a été séquestré par d'autres industries pour le transformer en polyester. Hein, on voit bien l'intérêt quand même, vu toute l'utilisation du polyester massif qu'on a dans le secteur de la mode. Ben, eux, ils en font ça avec du carbone qui est séquestré. Donc, il a aussi un peu comme la fameuse moquette, la dalle de moquette dont j'ai parlé, même principe. D'accord?
on fait de la matière, du plastique, à partir de carbone séquestré. Ça, c'est de la régénération. D'accord? Ou la troisième chose, ça peut être d'encapaciter vos fournisseurs sur la partie plus sociale. OK. Autre exemple, si je prends l'impact lié à la distribution, j'avais envie de vous citer ce qu'a fait Opal, par exemple. Vous connaissez tous, je pense, cette petite marque qui est la Biarritz, voilà, qui a fait tout un travail sur le... Alors, ils n'ont pas pris Ipli, ils auraient pu quand même, les Français, bon, ils ont pris Ripac, qui sont les Scandinaves, mais surtout cette problématique du colis sur le pack, hein, et du gaspillage monstrueux des packaging pour livrer les petites affaires des uns et des autres quand vous commandez par Internet. OK? Avec des packs qui sont réutilisables plus de 100 fois. OK? Et dernier exemple, c'est bon, je suis encore dans les temps, sur l'impact lié à l'utilisation et la capacité d'action, dans cette encapacitation, cet empowerment, ou voilà, si vous voulez être québécois, vous voulez l'empouvoirment, c'est pas terrible non plus. Il y a les fournisseurs, mais il y a aussi les consos. Et je voulais terminer en disant que cette nouvelle façon de penser, il faut aussi la voir comme un révélateur de nouvelles opportunités business. D'accord? Et notamment servicielles. Moi, je pense qu'il y a un océan d'innovation à avoir sur en quoi l'accompagnement des consommateurs, pour leur faire prendre conscience de leur comportement, pour leur proposer des alternatives et pour les laisser choisir. Voilà, je pensais, il y a deux choses, mais comprendre les enjeux, partager le vestiaire, voilà, avoir des systèmes qui permettent de partager le vestiaire, évidemment de la seconde main, mais aussi la confiance en soi des femmes. Quand on a travaillé avec nous, avec Bocage, sur la chaussure, sur la première offre de location de chaussures multivie, l'une de nos clés de réflexion, ça a été comment on peut faire de cette solution un levier pour améliorer la confiance ou renforcer la confiance en soi des femmes. Notamment pour qu'en mode locatif, elles puissent prendre des chaussures avec une couleur qu'elles n'avaient jamais osée, par exemple. Parce qu'elles avaient peur de se planter si elles les achetaient. D'accord? Et on a 10% des consommatrices sur les 1000 premières clientes qui ont dit oui, j'ai osé des trucs que je n'aurais pas osé dans un modèle de vente classique. Bon, ben voilà, ça, on est sur du serviciel, on est sur de l'immatériel. On crée de la valeur. Ça peut être, on peut en faire un business. D'accord? Dans le domaine des cosmétiques, voilà, il y a un truc qui s'appelle Skin Concierge, d'une jeune marque qui s'appelle Exertier, qui voilà, vous fait des audits de salle de bain, avec tous les produits que vous avez dedans, pour virer tout ce qu'il y a de pourri, et vous mettre en place de proposer des alternatives. Vous voyez, donc tout ça, c'est des révélateurs de nouvelles opportunités business. Et il faut le voir comme ça aussi. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, c'était extrêmement passionnant. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Une ou deux, très rapidement. Alors, dans le public ici, je n'ai pas l'impression. Est-ce que nous avons des... Si, en ligne, on en a. Très bien, on écoute les questions en ligne. On y va. Oui, alors suite à tout ce qui a été dit, est-ce que vous pensez qu'il est possible de créer directement son entreprise sur un business, avec un business model régénératif? Oui, je pense. On a fait justement une masterclass la semaine dernière sur justement alors c'était sur la cosmétique, où on avait à la fois invité des grandes marques, Laboratoire Expansience, l'Occitane, et puis des petites marques. Je pense justement à aller voir ce que fait Julie Exertier, donc c'est la marque Exertier, sur des cosmétiques des Alpes, par exemple. Voilà, ou une Elodie Carpentier sur le rouge français. C'est du rouge à lèvres, mesdames, si vous aimez. Vous allez voir que ces jeunes femmes-là, elles ont mis cette ambition régénératrice au centre de toute leur réflexion. Alors, elles n'y sont pas encore, mais je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de choses. Elles font vraiment des trucs super. Pour rebondir, je dirais que oui, évidemment, ça va être possible pour une marque qui va se créer de partir de là, et ça sera d'autant plus facile si on compare à des marques existantes qui ont tout un historique avec un parc fournisseur, des façons de travailler depuis 10 ans, peut-être plus d'années. Là, du coup, ça sera plus compliqué de se mettre sur cette voie de la régénération. Alors, c'est évidemment pas impossible, et d'ailleurs, il y a plein d'entreprises qui réfléchissent à ça, notamment au sein de la CEC. Il y a beaucoup d'acteurs de la mode qui sont sur ces sujets. Je pense à Daniel Echter, Caporal, des Fagot, des Chamberlain, Rossignol, Pili sur les teintures, Esmod qui est une école. Bon voilà, c'est aussi des entreprises qui y réfléchissent et qui ne se ferment pas, je dirais, la porte sur ce sujet-là. Mais plus facile quand on démarre de zéro, évidemment. Je pense que 1083 est un des meilleurs exemples que je connaisse, où il a vraiment essayé de penser la façon la plus systémique possible, au-delà de son jean infini et des choses comme ça.
Moi, je rajouterais Mudgeons aussi, que j'aime bien, Oui, Mudgeons, voilà, ouais. qui Oui, est t'as raison. intéressant Mudgeons, très bon exemple. comme Mudgeons. modèle. Très bien, ouais, ça nous fait des bons exemples. Une question très rapidement, parce qu'on a déjà un tout petit peu dépassé. Oui, merci Sandra Thomas. Vous avez parlé beaucoup de transversalité avec des exemples venant d'autres secteurs. Comment demain, et là on continue à parler d'entreprise de mode, on peut réfléchir, expérimenter sur l'entreprise génératrice de manière plus transversale, ce qui me semble un enjeu. Ben, c'est peut-être le grand défi. Et pourquoi c'est le grand défi? Parce que ça nécessite de complètement changer d'état d'esprit, de mindset, comme disent les anglo-saxons. Voilà, il faut changer de mindset. Voilà, et il faut le faire de façon disruptive. Et évidemment, tout ça, c'est pas facile. Alors, nous, on travaille beaucoup avec un neuroscientifique sur tous ces sujets-là pour faire de ce qu'on appelle de l'ergonomie cognitive, pour faciliter ces changements de mindset, parce qu'on est physiologiquement pas fait pour changer. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà. Le cerveau, c'est une formidable machine et il se met en veille dès qu'il peut parce qu'il consomme beaucoup d'énergie. Voilà. Donc il faut l'aider, voilà, passer de votre cerveau-là, qui est le cerveau automatique, que j'appelle cerveau Trump parce qu'il réagit de 3 façons, l'agressivité, la fuite ou le déni. D'accord? À votre cerveau qui est là, derrière votre front, qui est le mode mental adaptatif. Si vous arrivez à mettre là, ouais, là vous rentrez dans un mode régénératif déjà. Ouais, je rebondirai là-dessus aussi. Je pense que cette transversalité, elle est indispensable. Tu parlais d'être disruptif. On l'a vu dans notre secteur d'activité, on n'était pas forcément habitué à collaborer. Là, maintenant, il n'y a même plus débat. On peut être concurrent. Tout le monde travaille ensemble sur ces sujets-là et s'inspirer d'autres secteurs d'activité. Tu parlais d'Interface, qui est un exemple voilà, exceptionnel de transformation. Je pense que tout ça doit nous nourrir et aller chercher ce qui se fait chez les autres pour s'inspirer et évidemment une bonne voie à suivre.